Travailleurs en fête, travailleurs en quête d'un mieux-être professionnel. La 138e édition de la Fête internationale du travail a donné du grand à moudre à Cameroun Tribune. Priorité au dialogue constructif. Le titre, en grande une du quotidien gouvernemental, est l'expression même de la volonté des acteurs du monde ouvrier à qui le chef de l'État envoie un tweet d'encouragement, relève le quotidien national bilingue. Une célébration pouvant en cacher une autre, le journal dirigé par Marie-Claire Nana a par ailleurs en ligne de mire la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. Le prétexte, une tournée du ministre de la Communication dans les locaux des médias capitaux privés. René Emmanuel Sadi, notre Cameroun Tribune, est allé prendre le pouls dans 6 organes de presse écrite et audiovisuelle dans la ville de Yaoundé. The Guardian Post, Info Matin et Le Drapeau en font largement écho, autant que cette actualité d'importance capitale en rapport avec les inscriptions sur les listes électorales. Plus de 200 000 électeurs ont pu être inscrits en 4 mois, souligne Mutation, qui donne dans ce numéro les raisons de s'inscrire et de voter. Ouvrons le carnet noir avec cette évocation de l'hommage rendu à Aman Adama. Décédée et inhumée en début de semaine, la trajectoire de l'ancienne ministre de l'Éducation de base et ancienne militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est retracée dans les colonnes de L'Œil du Sahel. Le journal Le Jour, pour sa part, fait un focus sur l'ouvrage du journaliste Aman Mana. Fin de scène pour la revue de presse. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes bien le dimanche 5 mai 2024. Nous allons dire merci à Laetitia Onana qui vient de nous produire le déroulé de la presse de la semaine. Vous le savez bien, le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO. Une réponse en quelque sorte à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Des années plus tard, nous constatons que le lien historique établi entre la liberté de rechercher, de communiquer et de recevoir des informations et le bien public, eh bien, ce lien reste pertinent tel qu'il était au moment de la signature. Nous avons voulu faire de cet espace de scène de presse un cadre d'échange entre professionnels et consommateurs des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle au Cameroun. À l'ère du tout numérique, quelles sont les forces et les faiblesses de notre paysage médiatique? Le public, destinataire final des produits médias, a-t-il, en qualité et en quantité, l'information recherchée? Quelles évolutions sur la pratique du métier du journalisme? Voilà notre questionnement. Pour parler de ce sujet, la CRTV a fait venir dans ce studio, et je vous dis déjà merci d'être venu. Denis Ongba, bonsoir. Bonsoir Séverin, merci de l'invitation. Je voudrais profiter de cet espace pour souhaiter une très bonne fête de la liberté de la presse à tous les journalistes et à tous les professionnels de médias de notre pays. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de l'Observatoire national des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication. Vous étiez d'ailleurs au centre des activités qui ont marqué cette journée là-bas au ministère. Merci. À côté de vous, Éric Boniface Chouako, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous nos téléspectateurs et merci de m'avoir convié à ce plateau. Éric Boniface est journaliste, chef de chaîne de la RTS, la radio Tiemini Siantou, c'est à Yaoundé. À ma droite, un visage que vous connaissez très bien, François Mboké. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les panélistes. On est content de vous accueillir une fois de plus. C'est un plaisir. Notre métier nous impose cela. Chaque fois qu'on est là, chaque fois qu'on peut faire quelque chose, on est là, on doit être là. J'imagine que le sourire ou le rire, c'est en rapport avec la liberté de la presse. Bien sûr. La liberté de la presse est un kidnapping raté. Donc, un homme libre ne peut être que content. Enfin, je présente Dr Chouatias, bonsoir. Bonsoir mon cher frère, bonsoir à tous les Camerounais et à mes copanélistes. Merci de m'avoir convié dans cet échange intellectuel, cette dégustation. C'est une occasion pour moi en tant qu'intellectuel enseignant d'université, de manière scientifique, de voir comment je vais problématiser
les sujets. Merci de m'avoir invité. Dr Chou s'est déjà présenté, il est universitaire, il intervient donc sur ce plateau comme universitaire consultant et puis c'est un consommateur des produits médiatiques. À tous, merci de répondre à cette invitation. Mais avant de parler de la liberté de la presse en tant que telle, nous allons revenir sur la fête du travail, car au sens de la Convention collective nationale des journalistes et des professionnels des médias connexes de la communication sociale, les employés des médias sont avant tout des travailleurs et de ce fait, ils sont partie prenante des activités relatives à la fête du travail le 1er mai. Alors en 2024, l'environnement de travail dans nos entreprises de presse, dans nos salles de rédaction, c'est quoi, François? Oui, mais c'est ce que le Cameroun veut. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous ne voulez pas. Lorsque je regarde la convention collective qui est imposée aux patrons de presse, ou pour prendre le premier venu, un reporter dans votre rédaction, le minimum du salaire c'est 180 000 brut, sans compter les autres avantages. Quand je reprends le code du travail du secteur public, pour que vous ayez le premier venu qui a une licence à peine 105 000 francs. Bon, on se demande pourquoi le législateur a voulu que le premier venu, le reporter que je vais recruter, ait 180 000 de brut, sans autre avantage, et quelqu'un qui vient avec une licence dans l'autre secteur, qui est recruté toujours par le même code du travail, n'a même pas 110 000 francs. Mais François, on imagine que la convention collective, c'est l'aboutissement d'une série de négociations entre les syndicats, vous les patrons de la presse. Pourquoi vous voulez tout mettre avec le sur gouvernement, voilà. avec les pouvoirs publics. Pourquoi vous avez accepté ça? Non, je voudrais donc dire que c'était un ensemble. Ça voudrait dire qu'à l'époque, nous avions des personnalités qui ont compris que le journaliste n'était pas un fonctionnaire ordinaire, n'était pas une personnalité ordinaire, n'était pas un travailleur ordinaire, que sa fonction dans la société était spéciale. Il fallait lui assurer donc ce salaire, au moins qui va permettre qu'il ne soit pas facilement corruptible, facilement maniable. Mais il ne l'a pas. Aujourd'hui, il ne peut pas l'avoir parce que personne n'est là, même dans l'administration. Donc, pour dire que ça a été un marché de dupes. En radio, vous avez les mêmes soucis, l'environnement de travail est le même? Peut-être pas très le même, mais ce n'est pas non plus très différent. J'ai la chance d'avoir une qualité un peu hybride. Journaliste d'abord, c'est-à-dire employé, travailleur, mais aussi en tant que directeur de la publication, je sais à peu près quelles sont les difficultés de gestion quotidienne de médias, surtout audiovisuels, qui a d'ailleurs comparativement à la presse écrite, beaucoup plus de charges. Vous connaissez à peu près combien peut coûter une production audiovisuelle. Donc, lorsque la convention collective a été signée, j'étais débuté ma carrière et cela m'a beaucoup motivé, d'ailleurs, à continuer. Mais une fois parvenu aux responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, j'ai dû me rendre compte que, et c'est là où je vais être d'accord avec François, les dispositions ne sont pas adaptées à la réalité camerounaise d'aujourd'hui, la réalité économique des médias. Donc, il faut... Mais là, la faute à qui? La faute peut-être, elle est partagée. Il y a un certain nombre d'éléments qui ressortissent des responsabilités de l'État. Si vous prenez par exemple la loi de 2015, pour ne citer que la plus récente, sur l'audiovisuel, cette loi prévoit un fonds de développement des médias audiovisuels. Il faut attendre un décret d'application pour que ce fonds puisse effectivement fonctionner et soutenir les médias audiovisuels qui, depuis 2020, sont exclus de l'appui institutionnel aux médias de l'État, aux médias capitaux privés, anciennement appelés aide publique à la communication privée. Vous voyez que dans un tel environnement, il est difficile. Et s'il vous plaît, si on prend la base de la convention collective, le niveau de vie a encore plus évolué. Or, l'idée était salutaire parce qu'effectivement, un journaliste, il est un peu au-dessus d'un bon nombre de personnes dans la société. On va peut-être prendre le regard d'un consommateur des médias. Quand vous regardez les médias camerounais, vous vous dites l'environnement de travail, c'est le paradis là-bas, c'est l'enfer? Bon, il faut d'abord partir des fondamentaux parce que la loi de 1996
18 janvier 1996, c'est-à-dire pas de la constitution du Cameroun, parce que ça, à la base, ça a réglé le problème du journaliste au Cameroun. Mais la presse est divisée. Quand je regarde la presse écrite, la presse classique, les médias privés, radio, télé, je comprends qu'ils parlent du salaire minimum, mais ils ont une vie luxueuse. C'est-à-dire, un DP qui a 3 villas. Mais là, vous parlez du Non, DP, je soulève des... Moi, je consomme la presse. Mais les journalistes ont un souci. Il faut être sincère. Les journalistes ne sont pas protégés au Cameroun. La majorité ne sont pas protégés. D'autres sont harcelés. Vous avez vu le rapport de l'UNESCO. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Alors, monsieur le directeur, l'environnement de travail dans les médias, on est parti quand même des années 90 à 2024. Je pense qu'on a dû faire du chemin. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui avancent, peut-être d'autres piétinent. Comment vous le percevez au ministère de la Communication? Est-ce que le journaliste camerounais travaille dans des conditions acceptables? Nous sommes d'avis que les journalistes au Cameroun vivent dans des conditions économiques particulièrement difficiles. C'est un constat. Et nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place des conditions économiques les plus indiquées, les plus viables pour permettre à la presse de pouvoir vivre, pour qu'à les journalistes de pouvoir vivre exactement de leur métier. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même évacuer un certain nombre de choses. On peut constater que de 1990 à aujourd'hui, il y a une progression exponentielle de la progression des entreprises de presse. Ce constat indique à tout le moins que c'est une activité qui est intéressante. Maintenant, on peut aussi discuter sur celle qui se crée et celle qui meurt entre-temps. Maintenant, il y a aussi un paradoxe que nous constatons, et nous parlons là de ce que nous voyons au niveau du ministère de la Communication, c'est cette dichotomie qui existe entre d'une part les patrons de presse et d'autre part ceux qui travaillent dans les entreprises de presse, notamment dans le secteur privé. Les patrons de presse sont pour la plupart des chefs d'entreprise qui vivent carrosse, qui ont des moyens impressionnants. Alors vous partagez l'avis du docteur Chou? En partie. Lorsque vous évoquez aujourd'hui un certain nombre de patrons de presse, ce sont des entrepreneurs qui menacent les milliardaires aujourd'hui et qui sont partis et qui vivent du secteur de la presse, sauf s'ils ont des entreprises que nous ne connaissons pas. Mais en revanche, ceux qui travaillent dans ces entreprises sont mal ou très moins bien payés. Il existe donc un problème de gestion globale, un problème de dispositif de politique économique entre d'une part la production de la presse d'une manière générale et d'autre part la redistribution de ce qui provient de la presse. Sauf si le modèle économique qui est appliqué aujourd'hui échappe à notre analyse. Il y a aussi quelque chose qu'il faut rapidement évacuer. D'abord, la convention collective est l'émanation d'une discussion entre les patrons de presse et les employeurs. Nous l'avons dit tout à l'heure. L'État n'a fait qu'être une caution. On ne peut pas penser l'économie au niveau du virtuel. Que vous pensez que, parce que vous voyez François Mboké boire 3 champagnes par jour, il est riche. Vous ne savez pas. Et ça, c'est entretenu par les pouvoirs publics camerounais de manière normale et volontaire. Éric Boniface. Je pense que l'observation d'un point de vue empirique peut être ce qu'elle est. D'abord, il faut observer, si vous prenez l'autre cas par exemple, il faut faire une différence entre les biens de l'entreprise et les biens propres du promoteur. Le promoteur peut avoir d'autres activités, comme celui qui est le propriétaire du média dont je suis le directeur de la publication. Donc vous ne pouvez pas comparer son train de vie avec les revenus de la radio. C'est moi qui connais de ma position quels sont les véritables revenus, d'où est-ce que ces revenus proviennent. La vérité est la suivante, et c'est ce que les pouvoirs publics doivent admettre et mettre en application au Cameroun. Moi, j'ai eu la chance, il y a 1 an, de visiter plusieurs médias aux États-Unis, publics que privés, grâce à un programme de l'ambassade des États-Unis. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de médias privés là-bas qui sont financés de manière philanthropique par des individus. Donc même dans ces pays aussi bien structurés, l'argent de la publicité ou d'autres sources de financement ne suffisent pas. Il y a ceux qui se disent, bon, je suis attaché à la liberté de la presse, je décide de mettre une partie de ma fortune au financement
de ceci, de l'information, pour que le public ait accès à une information de qualité. Il y a des gens qui le font. Au Cameroun, je ne crois pas que les textes permettent que cela puisse se passer ainsi. Et vous n'allez pas également oublier qu'au Cameroun, il y a eu la naissance de ce que l'on appelle le développement de la presse à gage, du fait de la précarité. Vous ne voulez pas, je ne crois pas que si quelqu'un reçoit des financements occultes, il a intérêt à faire en sorte que cela soit traçable au niveau, par exemple, des salaires, du paiement des salaires de ses employés. Je ne pense pas. Il se mettrait en difficulté. Il pourrait se mettre en difficulté, en tout cas. Ce que je veux dire ici, c'est que il y a un problème à structurer le marché de la presse d'une façon générale. Entre ce qu'il produit d'une manière générale, ça peut être la faute de l'État, des administrations fiscales, d'arriver à systématiser ou à construire un modèle économique, mais d'autre part aussi la redistribution de la production du marché de la presse. Je suis bien placé pour dire que lorsque nous regardons et observons, et je suis le chef de l'Observatoire des médias, l'évolution objective du marché de la presse, je vous prends un indicateur. Lorsque vous regardez, et sans publicité, l'un des plus grands distributeurs du marché audiovisuel qui est Canal+, le Cameroun, est l'un des pays de l'Afrique francophone qui peut compter 17 chaînes de télévision qui diffusent. Et je vous dis là qu'on paye l'accès. Aucun autre pays en fait autant. On ne peut donc pas, sur la base d'une analyse objective de l'accès au bouquet Canal+, considérer que ces chaînes de télévision qui sont créées, qui sont des entreprises, qui vont payer l'accès à Canal+, on ne peut pas considérer que ces chaînes de télévision-là y vont au hasard. Il y a donc un marché, il y a un potentiel, mais la question c'est de savoir est-ce qu'il y a un marché économique objectif, est-ce qu'il y a au fond des politiques économiques objectives. En tout cas, au ministère de la Communication, nous pensons qu'il y a encore des faiblesses au niveau de la structuration de ce marché, qu'il est nécessaire qu'on arrive à construire une politique économique et que l'État, en ce que nous nous sentons responsables, en ce que nous avons la responsabilité de construire la démocratie, la liberté, et notamment la liberté de la presse, de continuer d'accompagner la presse et les médias. Comment sortir de cette précarité? Bon, peut-être la responsabilité, c'est l'État qui ne fait pas suffisamment, peut-être que c'est les annonceurs qui ne se positionnent pas. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour que vos entreprises soient des entreprises qui brillent par un modèle de gestion, de gouvernance, etc. Comment ça se fait? Comment vous pensez ces entreprises-là en 2024? Vous savez que nous venons de faire une commission paritaire avec le MINCOM pour réviser les textes sur la loi de la communication au Cameroun, qui date de 90. Comment peut-on imaginer que quelqu'un qui est au service de la communauté, quelqu'un qui fait un bien commun, qui ne vend même pas, qui produit un bien commun, un service important comme l'information, soit taxé comme celui qui vend les ordinateurs, comme celui qui vend le ciment pour avoir de l'argent et qui n'a aucun compte à rendre. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir de telles choses. Et vraiment, nous avons fait des travaux avec des responsables de MINCOM. On leur a montré que ça ne se passe pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler d'une démocratie qui plus est avancée, où on a une presse qui croupit sous le poids de la fiscalité comme une entreprise qui se faisait des bénéfices. Dans le monde entier, on sait que les entreprises de presse sont déficitaires. S'il vous plaît, c'est important, c'est important. Oui, ne coupez pas. Il faut laisser les autres avancer. Oui, non, parce que ce que je dis est important. Non, je ne garde pas la parole. Je voudrais dire que la question qui est au centre du débat aujourd'hui, c'est la question du modèle économique. Je rappelais tout à l'heure que dans le même espace économique actuel, il y a des patrons de presse qui offrent des voitures de service à leurs journalistes. Il y a des patrons de presse qui offrent des salaires mirobolants, au-delà parfois même de ce que la convention collective a prévu, en profitant des avantages économiques qui sont dans le même secteur ou alors en utilisant les médias pour gagner des gains dans des entreprises parallèles. Je prends le cas de Radio Siantou, pour lequel je n'invente rien. J'imagine de manière tout à fait simpliste que le patron de Radio Siantou a bien posé sa radio sur le principe qu'elle lui servirait de faire la promotion sur son université. Peut-être que les gains directs de sa radio sont au niveau de l'accroissement du nombre d'étudiants qu'il gagne et que les effets induits de l'augmentation du nombre d'étudiants lui permettent de supporter
ce que ça lui coûte comme des charges salariales. C'est une réflexion. C'est pour ça que je parle et je continue de parler du modèle économique. Il a évoqué le modèle économique américain. Mais ceux qui mettent de l'argent aux États-Unis pour soutenir des radios ne sont pas des gens qui perdent de l'argent. Ce que je dis et je continue de penser, c'est l'Observatoire des médias qui le dit, c'est qu'il y a un paradoxe fondamental entre le discours qui est entretenu publiquement autour de ce que la presse ne produit rien et ce que nous voyons entre les patrons de presse d'une part. Les patrons de presse roulent carrosse. Nous les voyons, nous les sentons, nous les fréquentons. Ils sont tous richement construits avec ces entreprises et il y a certainement un glissement entre eux et leurs employés. Je ne sais pas quel est le problème. En tout cas, au ministère de la Communication, nous sommes toujours interrogateurs. Pourquoi il y a cette différence, me semble-t-il? Et je crois que c'est là où se trouve tout le débat. On nous dit aujourd'hui, et c'est une problématique d'école, on ne peut pas nous dire qu'un secteur n'est pas rentable. Et au ministère de la Communication, tous les jours, nous enregistrons des demandes de création dans un secteur non rentable. C'est quand même, en tout cas, une question que nous nous posons. Les statistiques officielles sont exponentielles. Et je vous dis, pour certaines manières régulières, environ 100 chaînes de télévision et plus de 150 stations de radio. Et je peux vous dire que tous les jours que Dieu crée, nous enregistrons des demandes en plus. Il se trouve donc, et je crois que c'est là où se trouve le débat, de la construction d'un modèle économique. Nous, au ministère de la Communication, nous en sommes conscients. Nous pensons que la viabilité économique de la presse est aujourd'hui un impératif parce que notre analyse, à tout le moins, nous amène à penser que le résultat que nous avons en termes de production éditoriale, en termes de qualité de la presse aujourd'hui est en partie préjudiciable à la précarité de la presse, à la précarité en tout cas de ceux qui travaillent au quotidien, c'est-à-dire les journalistes. Et nous pensons que s'il y a un modèle économique plus solide, plus pertinent, plus pérenne, peut-être que la sécurisation des salaires, la construction des entreprises et un système de production plus allégé qui permet aux entreprises d'être viables peut nous permettre d'avancer progressivement dans ce que nous espérons et souhaitons, c'est-à-dire la qualité de ce que nous mettons à la disposition des populations. Voilà notre analyse. Laissez un peu Eric réagir aussi. Je voudrais, lorsque vous voyez des médias qui se créent, cela ne signifie pas forcément que c'est un secteur économique rentable. Il y a ceux qui s'y lancent de manière tout à fait aventurière. Et c'est au fil du temps qu'ils se rendent compte qu'ils avaient pris un mauvais chemin. On parle de 700 titres de journaux. Je mets au défi qu'on nous compter 700 titres de journaux différents. En un mois. C'est-à-dire que M. Diable nous dit qu'il y a beaucoup de Camerounais qui s'aventurent dans un secteur qui n'est pas bien. Oui, mais comptez-nous. J'ai reçu personnellement, j'ai reçu au moins deux promoteurs de médias. Ils viennent. D'abord de la presse écrite, il me dit, bon, comme vous avez l'école, j'ai besoin des jeunes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience pour mon entreprise de presse. Je lui demande, je sors de l'Europe, voilà, je me suis installé, je demande, votre siège est situé où? Il me dit, dans un quartier au Lezois. Et il me dit, les ordinateurs sont là. Et lui dit, vous allez payer votre surpasse financière pour voir quel degré de personnes vous recommandez, vous recommandez pour être employé. Il me dit non, ils vont commencer d'abord, c'est après 8 mois de présence qu'on verra. Je lui ai demandé pourquoi vous avez payé, est-ce que votre bailleur du siège vous a donné 8 mois de loyer gratuit? Donc vous voyez, quand je parle d'aventurier, vous ne pouvez pas, vous voulez créer une entreprise, on peut dire la ressource humaine sont l'une des capitales sur lesquels vous devez investir. Sur cette question, il faut dire que ce n'est pas spécifique à la presse. Les statistiques dans la création des entreprises et des PME dans notre pays indique que plus de la moitié meurt dans les deux années qui suivent leur création. Ce qu'il faut dire, je suis d'accord. Il ne faut pas sortir. Je voulais continuer parce qu'il y a encore un autre aspect. Donnez-moi juste une 30 secondes. Le fait je voudrais vider. RTS soit adossé sur l'école. Est-ce que vous savez que même si c'était le cas, c'est une pratique illégale? C'est le cas. Je ne confirme pas, je vous laisse la liberté. C'est le cas puisque alors, docteur, vous voulez dire rapidement quelque chose sur cette question-là? Pourquoi vous ne voulez pas que... Attendez, vous allez revenir. Ah bon, je ne suis pas praticien. Ce n'est pas ce que la loi recommande. Ce n'est pas praticien. Ce n'est pas ça. Jean Daniel disait, je cite,
il n'y a pas de presse sans responsabilité. Je reste sur ce point. Est-ce que la presse camerounaise est responsable? Point bas. J'ai mené des enquêtes sur un sujet d'actualité. Mais elle est responsable. Oui, la presse sur un sujet d'actualité. Vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas responsable. Non, je m'interroge sur une problématique. Je n'ai pas dit, je n'ai pas affirmé. Ah, je pensais que c'était une affirmation. Non, ce n'est pas une affirmative. Je dis si la presse est responsable. Parce que la Constitution parle de la responsabilité. C'est là où tout part, tous les problèmes des journalistes au Cameroun. Parce que je ne peux pas mener une enquête. Je fais un sondage, l'échantillon. Je monte un article bien constitué. Je contacte un directeur de publication. Il me demande 250 000. Or, c'est le sujet d'intérêt général. On comprend donc qu'ils sont motivés par des tendances. C'est des entreprises. Oui, il faut payer, il faut supporter des charges. Mais quand il s'agit de l'intérêt général, c'est là où on doit parler du sens de la responsabilité, de la sécurité nationale. Suivez les radios à longueur de journée quand vous allez au travail. Lisez les titres des journaux. Vous allez comprendre ce que je veux dire. La responsabilité de la presse au Cameroun. Pour les conditions de travail, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je vis avec des journalistes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui pousse les journalistes, certains, à être corrompus. Les journalistes, la majorité vivent mal parce que Docteur Cho, vous parlez au patron de la presse, ils sont là. Docteur, je veux dire quelque chose, c'est que vous parlez d'intérêt général. Je suis heureusement ici avec des directeurs. Tous les jours, il y a des communiqués d'intérêt général ici, n'est-ce pas? C'est payé ou pas? C'est gratuit? Bon, si vous avez la réponse, ne me répondez pas. Répondez aux téléspectateurs. L'entreprise de presse a ses piliers. Qu'est-ce qui rémunère une entreprise de presse? La publicité, les ventes, les abonnements. Maintenant, dans des pays qui sont bien organisés, on peut avoir des subventions, on peut avoir des fonds, on peut avoir des appuis de l'État ou alors des... comme le disait Eric, des mécènes qui pensent que la presse est importante dans un pays et ils viennent en appui. Mais quand nous prenons un tissu économique comme le nôtre, où est la publicité? Où est la distribution des journaux? Vous pouvez produire 500 000 journaux à Yaoundé. Qui va vous transporter ça pour distribuer dans tout le Cameroun? On n'a pas un distributeur. Sauf qu'on a l'impression que les promoteurs des entreprises de presse ne tiennent pas compte de cette spécificité au départ de l'élaboration du projet. On découvre en cours de route que c'est compliqué et on se rebiffe. Personne ne découvre que c'est compliqué, sauf ceux des aventuriers. Moi, j'ai 20 ans. Eric Boniface nous a dit qu'il y a des gens qui le font. Oui, mais je dis, il a bien parlé des aventuriers. Bien. Moi, je pense que François a son raison beaucoup travaillé sur la presse écrite, même l'association des éditeurs, la fédération des éditeurs de presse. Mais en ce qui concerne l'audiovisuel, il n'y a pas 36 chemins. Soit, pour essayer, même là, je ne suis pas sûr que ça suffira. On pourrait peut-être imiter le modèle britannique avec, par exemple, la BBC, qui est la chaîne publique qui ne reçoit pas de publicité. Soit on interdit, on demande à toutes les structures qui veulent annoncer de se tourner vers des médias privés pour pouvoir le faire. Ça peut être une manne. En tout cas, il faudrait que l'État finance notamment les médias audiovisuels. Je vous ai dit, la production audiovisuelle, vous le savez, ainsi à la télévision, coûte extrêmement cher. Et un peu partout dans le monde, ce n'est pas toujours évident qu'un média audiovisuel puisse, à partir simplement de l'argent de la publicité, s'en sortir. Et c'est parce que partout, on conçoit d'abord l'information comme un bien public. Parce que si on considère l'information comme un bien public, on comprendra l'importance de faire en sorte que l'information soit disponible, que toute l'information soit disponible, parce que quand il y a information, on lutte quand même en amont contre la désinformation ou bien les manipulations. Docteur Cho, comment viabiliser les entreprises de presse au Cameroun? Oui, je crois qu'il faut appliquer la convention. Il faut veiller. Appliquer la convention, les directeurs de publication ne sont pas prêts à le faire. Ils disent qu'ils n'ont pas de ressources pour ça. Ils n'ont pas de ressources. C'est quand même vrai que j'ai été invité dans certains médias où je suis obligé de monnayer après l'émission, de donner l'argent du taxi à un journaliste. Ça m'a gêné que la majorité vive mal. Mais d'autres, par contre, d'autres ont beaucoup d'argent. Je m'interroge,
si vraiment le journaliste souffre au Cameroun. Donc, pour viabiliser la presse camerounaise, particulièrement la presse privée, il faut les donner des moyens, pas des mécanismes de convention, et veiller que cette convention est appliquée, parce que parfois, c'est des patrons de presse qui sont riches et que les employés sont pauvres. Avant que je n'oublie, mon cher frère, il y a les avantages sociaux. Il faut donner des avantages de service à vos employés, vous les patrons de presse. Ce n'est pas appliqué. Alors, Denis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est pas tout le monde quand même, il faut faire la part des choses. Je n'ai pas généralisé. Voilà. Le ministère de la Communication a mis ensemble un ensemble de mesures qui visent à viabiliser économiquement les médias. Ces mesures-là sont connues. La première mesure, s'agissant de la presse écrite, vise à amener le plaidoyer pour rehaussement de l'aide publique accordée à la presse privée. C'est une option. Le gouvernement, qui se situe aujourd'hui autour de 150 millions, 200 millions, 250, pour citer les extrêmes, doit pouvoir aller plus. Deuxièmement, il y a une politique qui vise à minorer les coûts de distribution à travers des mécanismes qui viseraient à permettre que, s'agissant notamment de la presse privée, on puisse alléger les coûts de la distribution pour que cela ne soit pas supporté par les médias privés. Autre chose, c'est que la loi de 2015, notamment s'agissant du secteur de l'audiovisuel, prévoit la mise en place d'un fonds de soutien à l'audiovisuel qui sera abondé par toutes les productions, par toutes les recettes qui émaneront de l'exploitation de ce secteur pour permettre notamment aux médias locaux d'avoir du soutien. Il y a également, s'agissant des mesures du gouvernement, la loi de 2004 prévoit un certain nombre de recettes fiscales qui vont être impliquées à la presse et qui permettront de réguler le secteur et de permettre à ceux qui exercent dans le secteur véritablement de pouvoir, un, bénéficier de ce qui va être produit, mais deux, de pouvoir être reconnus officiellement. Il y a un modèle économique qu'il faut appliquer à la presse camerounaise aujourd'hui. Il y a, lorsqu'on observe à distance, je ne dis pas que je gère une radio, je gère une télévision, vous en êtes des gestionnaires, des questions qui peuvent nous venir à l'esprit. Pourquoi que si M. Tchouak n'arrive pas à faire de la publicité ailleurs, on peut dire un dimanche qu'on donne 25 millions aux gens pour partager une fête dans un même média? Pourquoi est-ce que si M. Tchouak ne peut pas donner de voitures de service à son personnel ailleurs, on peut le faire? François Mboké a dit parfois il faut aller interroger la source véritable Je suis dans l'observation. Je vais vous dire, M. Tchouak, je vais vous donner une confidence. Lorsque, il y a quelques jours, nous avons tenu une réunion avec Canal+ pour parler notamment de la nouvelle loi fiscale, j'ai appris, et je peux le dire ici, que rien que pour l'année 2024, une chaîne de télévision comme Equinox a reçu 90 millions de ce que Canal+ lui a versé au titre de son droit d'accès dans ce bouquet. Ce sont des choses qui ne sont pas déclarées. C'est pour ça que je vous dis que le modèle économique n'est pas sincère. Les gens reversent tout au sein de l'État en pensant que l'État doit tout faire, mais les recettes qui sont générées par les médias ne sont pas toujours connues par l'État. Ce qui intéresse le gouvernement, c'est la production, c'est le produit final. Séverin, vraiment, laisse-moi une seconde. Je ne peux pas laisser passer ça. Parce que nous savons que dans ce gouvernement actuel, il y a un ministre qu'on appelle le grand rédacteur en chef, qui a une dizaine ou une vingtaine de médias qui reçoit tout le temps. Alors vous écrivez comme ça, il met 100 000 ici, il met là, il met là, il met là. Il est là. Monsieur Denis Omba, Monsieur Denis Omba qui est ici, il le connaît. Je ne connais personne. Et je dis, c'est de la mauvaise foi de penser que c'est le modèle économique qui soit un problème. Mais la presse ne peut pas créer une économie que l'économie même n'a pas créée. Que le ministre de la Communication dise au grand rédacteur en chef qui est ministre d'arrêter avec des journaux qui ne sont pas professionnels. Dites-le à votre grand rédacteur en chef. Nous sommes dans une commission paritaire. Mais je l'ai dit là-bas, nous avons évoqué et nous avons discuté de ces questions. Voilà. Nous avons identifié les problèmes. D'ailleurs, je vais dire, M. François Mboké, il n'est pas interdit à un ministre, à un membre du gouvernement, à qui que ce soit, d'avoir...
permettez-moi de poursuivre. Il n'est pas interdit à un membre du gouvernement de choisir votre journal pour diffuser les informations qui concernent son activité. Ce n'est pas la diffusion, c'est le financement des journaux qui ne sont pas professionnels. Nous n'avons rien avec des journaux qui sont accrédités. Non, s'il vous plaît. Cette question, vous savez que ce que vous dites, on se connaît, on sait ce qu'on dit. Mais tout le monde ici sait de quoi on parle. Moi aussi, je lis regarde votre journal. Dites-moi dans mon journal qui a financé quelque chose. Je vois bien que vous êtes proche de la BEAC. Je vois bien qu'il y a pas mal. La BEAC, vous ne voyez pas les finances, vous ne voyez pas le Minepat, attendez, vous ne voyez pas la société civile. Pourquoi vous voulez m'empêcher de parler? Vous ne voyez pas la société civile. Je voudrais dire, M. Mboké, qu'il n'y a aucun interdit à ce qu'une administration publique choisisse votre journal. Je vois bien ceux des entreprises publiques. François, ne veut pas dire qu'on me donne des instructions à mettre Pourquoi au vous voulez journal. Pas que François, ce que je dis... François, vous laissez qu'il continue. Oui, non, il sait. Le ministre de la Communication combat l'instrumentalisation de la presse. Mais continuez. Il le dit tous les jours et il en a fait un combat prioritaire. Mais je le dis et je l'assume ici. Quand je lis votre journal, je vois vos partenaires permanents. Je peux parler. Écoutez-moi. Laissez-moi parler. Je peux citer, et je ne vous ferai pas ici, parce que nous sommes à scène de presse, de lister ceux que je vois tous les jours dans votre journal. Et je peux aussi citer d'autres journaux. Et je parle en tant que chef de l'Observatoire des médias. Vous avez vu quelque chose de tendancieux il n'y a rien. Dans mon journal. Écoutez, Séverin, puisque nous sommes dans cette émission et que vous avez fait venir l'Observatoire, et je vous dis ce que je constate. Que chaque journal, chaque production de ce pays a ses partenaires. Et je peux dire que je vois le journal de M. Mboké ici, qui a ses partenaires quasiment classiques sur toute l'année. C'est de même des autres. Ce que le ministère de la Communication condamne, c'est l'instrumentalisation. Ce qui nous pose problème au ministère de la Communication, c'est qu'au nom de vos intérêts financiers, au nom des engagements que vous prenez avec vos partenaires, vous cessez de faire le métier. Et que vous soyez là en train de servir des causes plutôt que de faire le travail. Voilà. Mais nous sommes conscients que vous devez vivre de votre métier. C'est pour ça que je refuse ici l'argument qui convient, que vous voulez avancer en disant non, il n'y a pas de modèle économique ici. Non, nous lisons vos journaux, nous regardons que dans la plupart des journaux qui sont produits, il y a des partenaires, il y a des intérêts qui sont là. C'est normal. Ce que nous demandons, ce que nous vous demandons, c'est un modèle économique qui intègre toutes les choses. Le 2 mai, au lendemain de la fête du travail, le ministère de la Communication a organisé une conférence débat sur le thème « Rôle des médias face aux enjeux de changement climatique au Cameroun ». Nous allons écouter le secrétaire général du ministère de la Communication, le professeur Félix Zogo, sur cette problématique. Les journalistes, quoique libres, ils le sont, la liberté de presse, mais cette liberté de presse doit servir le développement. Elle doit servir l'épanouissement de la société. Et sinon, cette liberté devient, on va dire, peut-être pas inutile, mais peut-être destructrice du substrat social. Le 3 mai rappelle au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle. Et c'est également l'occasion de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer cette liberté de presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de la profession. Le paysage médiatique camerounais, on l'a dit tout à l'heure, a la particularité d'être pluriel. Dans cette diversité, la liberté d'expression a-t-elle trouvé sa pleine expression au Cameroun? Il y a à l'observation une relative liberté de pouvoir exprimer publiquement son opinion, au moins à travers des médias. Pour des journalistes, il se trouve quand même que la liberté, il y a toujours un peu de peur chez certains, chez beaucoup d'ailleurs. Lorsqu'on regarde actuellement l'environnement, on n'est pas sûr, par exemple, lorsque vous êtes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ou à l'extrême nord, que vous puissiez travailler suivant les règles de l'art si vous êtes journaliste, sans avoir un peu de peur, parce que en faisant simplement votre travail,
vous pouvez être tué ou kidnappé par celui qui n'a pas trouvé votre article allant dans le sens de ses intérêts? Oui, de point de vue épistémologique, je crois que la liberté d'expression est un déterminant de la démocratie. Et alors, si le Cameroun était un État démocratique, il y a la liberté d'expression. Je suis méthodique. N'allons pas chercher loin. Si vous me dites que le Cameroun n'est pas un État démocratique, alors il n'y a pas de liberté d'expression. Avec l'avènement de la démocratie... Vous attendez ça de moi? Non. Je parle à tout le monde sur ce plateau. Si nous sommes d'accord que le Cameroun est un État démocratique, alors il y a la liberté d'expression. Et je crois que c'est le cas, en tant qu'observateur. Là, on ne pouvait pas parler comme ça en 1966, 1972, 1982, quand le président vient prendre le pouvoir. On ne pouvait pas parler comme ça. On s'exprime comme ça à partir de la loi de la communication sociale de 90. Il y a un environnement international global, hein, et même le développement des nouveaux médias à partir de la loi de la communication sociale de 1990, où on parle de publier et d'entreprendre. Je crois que c'est le cas. Donc, n'allons pas chercher loin. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a des gens qui sont en prison, il y a de la liberté du fait de la rédaction d'un article? J'écoute les radios. Qui sont intimidés à partir de leurs écrits. J'ai fait des débats télé-radio depuis 2007. J'ai été au Bénin, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été au Togo. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas s'asseoir dans un bar en Côte d'Ivoire et parler comme on parle au Cameroun là. Pourquoi allez un peu dehors. Exemple. Allez un peu dehors, voir comment on insulte les personnalités. Parlez des États-Unis, parlez de la Grande-Bretagne, pourquoi vous parlez de l'Afrique du Sud? Encore que les exemples pourquoi vous parlez des... Non, moi, je prends des facteurs influents, des facteurs influents de la liberté d'expression au Cameroun. Vous nous comparez aux médiocres alors? Je suis avec trois éléments. L'identité de l'orateur et le public à quel il s'adresse. Allez travailler sur ces facteurs-là. Écoutez la radio à longueur de journée. Vous allez voir qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun. Vous avez vu combien de journalistes camerounais vu quel pays sont convoqués, intimidés, emprisonnés? J'aimerais qu'on fasse un distinguo et qu'on se comprenne bien. Qu'est-ce qu'on met dans la liberté de presse ou la liberté d'expression? François Mboké veut lire Diapason. C'est mon droit d'être informé des informations de ce journal. Vous avez 700 journaux au Cameroun. Ça voudrait dire que chaque personne qui crée un journal a un lectorat. L'État du Cameroun a le devoir de faire que chaque citoyen qui veut lire un des 700 journaux ait son information. Quand ce n'est pas fait, on ne parle pas de liberté de presse. Arrêtons cela. La liberté d'expression ne peut pas être sans responsabilité de celui qui a le droit, le devoir de donner l'information aux citoyens qui ne le fassent pas. C'est ce que je voulais dire. Vous voyez avec quelle difficulté François a eu la peine à parler de la restriction des libertés au Cameroun. D'abord, le Cameroun, au lendemain de 1993, a aboli la censure. On peut publier aujourd'hui sans besoin de venir au ministère de la Communication pour dire voici ce que je vais publier. C'est une avancée notable. Deuxièmement, il est important de le dire. L'option du gouvernement, c'était le pluralisme médiatique. Jamais dans un pays, le docteur, tu as raison. Allez dans les pays de même niveau que nous. On n'insulte pas le président comme on le fait chez nous le dimanche. C'est pire. Les pays qu'il a cités, je les connais tous. Vous allez voir des titres qu'on ne fait pas au Cameroun. Je peux vous le garantir. C'est parce qu'on est en démocratie que vous pouvez me couper. Je dis, vous allez voir là-bas des titres qu'on ne fait pas au Cameroun. Ça veut dire que nous sommes avancés. Mais eux, ils sont médiocres. François Mboké, c'est parce que le Cameroun est un État démocratique que vous pouvez me couper comme vous le faites. Parce que ailleurs, vous ne pouvez pas me couper comme ça. Parce que le directeur du ministère de la Communication que je suis dans un pays de dictature n'aurait pas toléré que vous me coupiez comme ça. Donc, vous pouvez me couper comme ça et on peut discuter comme ça et en rire. C'est ça le fait de la démocratie au Cameroun. Le président de la République a choisi une option, elle est irréversible. C'est que dans notre pays, le temps, d'abord le temps. Parce que, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? C'est que tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions sans avoir peur de les exprimer. Et je peux vous dire que moi, qui suis le chef de l'Observatoire des médias, tous les jours de ma vie, quand j'écoute ce qu'on dit dans les médias, j'ai deux sentiments. La peur, parce que moi-même je ne peux pas dire ça. Mais deux, la satisfaction de savoir que ceux qui disent ça du président, j'ai écouté des gens dire dans ce pays que le président
est la plus grande malchance que ce pays ait connue. Mais ce monsieur est vivant. Il n'a pas été arrêté. Je peux ajouter qu'il n'y a personne en prison, aucun journaliste au Cameroun pour ses opinions. Aucun. Malgré ce qu'on dit dans ce pays. De grave. Il y a un procès pour un journaliste qui a dit des choses. Propagation de fausses nouvelles. Voilà. Propagation de fausses nouvelles, ce n'est pas la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression est encadrée par la loi. En même temps, il y a le droit de la presse. Il y a la liberté de presse et la liberté d'expression. Le citoyen a le pouvoir de dire ce qu'il pense. Monsieur Mboké, sous réserve de sa responsabilité. C'est cela la liberté d'expression. Lorsqu'on parle de liberté, on parle de droit. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a une liberté que vous avez le droit de dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a la liberté que vous avez le droit de me diffamer. S'il y a la liberté, c'est que vous devez bien savoir que si vous me diffamez, vous serez mis devant la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens en soient responsables. Je peux vous dire, monsieur Mboké, nous avons aussi fait des pays. Au Cameroun, les gens disent ce qu'ils veulent. Moi, je peux vous dire, dans le cadre de mon travail, qu'il m'est arrivé des fois de faire des dossiers pour m'indigner. Faire un dossier pour dire à monsieur le ministre de la Communication, ceci est intolérable, il me dit, laissez-leur dire. C'est le président qui a voulu ça. Et je vous parle là et je vous rends témoignage. Parfois, j'ai été prise à partie devant mon ministre, indigné. Je me dis, mais monsieur le ministre, on ne peut pas dire ça. Il me dit, monsieur Ongba, vous m'arrêtez ça. C'est le président de la République qui a voulu la liberté, on va faire ça comme ça. Parfois, quand l'État rappelle à l'ordre, rappelez à l'ordre. Les gens estiment qu'on est allé au-delà. Parfois, quand l'État dit aux gens, voici le cadrage, voici les normes et les règlements prévus en la matière, les gens estiment que c'est trop. Moi, je suis un professionnel, j'ai passé 10 ans de ma vie à exercer et aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Je pense que notre pays, le gouvernement, à la fois les lois, et ce qui est autorisé par les pouvoirs publics permettent à ceux qui sont conscients, responsables et professionnels de faire leur métier sans avoir besoin d'être inquiétés. Dans un État démocratique, dans le fonctionnement et dans la dynamique du respect des lois, un journaliste ne doit pas avoir peur que quelqu'un puisse rester en justice s'il estime que son article n'est pas bon. Parce que c'est ça même la vie de la démocratie. Denis, il faut peut-être aussi comprendre que le droit camerounais il est un peu plus sévère vis-à-vis. Justement, contrairement, vous allez au tribunal, c'est à vous de montrer la bonne foi. Voilà, je voudrais justement parler. Lorsque vous écrivez votre article. On ne peut pas, si vous tenez en compte, vous prenez en considération le cadre législatif camerounais, si vous prenez une infraction comme la diffamation, vous venez bien de le dire, on vous demande d'apporter des preuves. Est-ce que vous savez que vous pouvez apporter la preuve de votre information, qu'elle est vraie? Et puis on vous poursuit pour détention d'un document administratif sans qualité. Alors, je voudrais qu'on évoque... Il y a un article de code pénal qui réprime cela. Vous voyez, on est un peu dans une... C'est pour ça que personnellement, moi je milite pour la dépénalisation des délits de presse au Cameroun au regard de la situation. Et la dépénalisation ne signifie pas qu'on ne peut pas poursuivre au civil. Éric Boniface, vous nous perdez là. Vous nous perdez. Je voudrais qu'on parle de la responsabilité sociale des journalistes en 2024. Face à l'émergence des réseaux numériques, tout le monde peut être journaliste aujourd'hui, tout le monde peut publier. Est-ce que le directeur de publication, vous tenez compte de cette intrusion, de cette nouvelle donne dans la pratique du métier, ce qui pourrait nous éviter les écarts que nous décrivons aujourd'hui et qui font que de temps en temps, c'est l'État qui est incriminé, c'est la presse privée, c'est la presse... Enfin, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. On n'est pas journaliste parce qu'on publie des choses dans son téléphone, sur les réseaux sociaux. On n'est pas journaliste. Et il faut que... François, vous êtes d'accord avec moi que dans nos publications, oui, il nous est arrivé de retrouver des posts dans les groupes WhatsApp intégralement rapportés, sans modification, sans réécriture. Je redis, ça c'est le plagiat. Le journalisme, c'est une science. C'est une science. En tout cas, c'est une fonction réglementée. Et cette science a ses règles. Vous voulez produire une information, vous commencez par la base. Vous la recherchez. Il s'agit de quoi? Vous la trouvez, vous traitez, et vous regardez. Quand vous finissez, est-ce que je peux la publier? Maintenant, vous mettez face à votre responsabilité. Vous dites, OK, c'est publiable, je publie. Pour être responsable, il faut être discipliné. Il faut être de bonne moralité, il faut être bien formé. Donc tout part de là. Est-ce que tous sont des journalistes? Ça, c'est ma question. Tous ne sont pas des journalistes. Donc la responsabilité n'exclut pas la discipline. Il demande la dépénalisation
du délit de presse. Je refuse ça. Non, c'est pas le débat ici. Voilà. Bon, tant que l'État n'est pas dur sur cette affaire, il y aura tous des écarts de langage et ils vont tous se retrouver au tribunal. Or, si chacun fait son travail... L'État est absolument dur. Non, l'État n'est pas dur. C'est vous qui êtes dur, c'est pas l'État. Non, la presse est le seul tout est réglementé. Docteur Cho, tout est réglementé. Docteur Cho, la presse est le seul secteur au Cameroun qui a 5 lois qui la régissent. Ça veut dire que quand on vous a esté, vous êtes déjà condamné. Si le magistrat veut vous condamner, il prend le code pénal, il voit que la mesure là ne vous condamne pas, il prend la loi sur terrorisme, il prend la loi sur les... Parce que vous avez sorti du... Il prend... Nous avons 5 lois qui peuvent vous condamner pour la même infraction. Et ce n'est pas juste. La question qui a été posée. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les nouveaux médias ou les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui ont contribué ou aident beaucoup à la collecte de l'information. Il se trouve simplement que beaucoup de journalistes font preuve de paresse. Moi, j'ai commencé ma carrière lorsqu'il n'y avait pas des réseaux sociaux. Donc je sais à quel point pour vérifier une information, le temps que cela prenait, il fallait aller voir la personne se déplacer. Il se trouve aujourd'hui que quand je parle de paresse, de ceux qui reprennent parfois des fake news sans aucune vérification, qu'ils font simplement preuve de paresse. Il y a une tendance aujourd'hui où les médias classiques copient de manière machinale, ou en tout cas une certaine tendance à copier les réseaux sociaux, ou alors que les réseaux sociaux vont beaucoup plus vite aujourd'hui que les médias classiques et qui posent un problème de la désinformation ou de la mésinformation. C'est pour ça que je suis en partie d'accord avec le chef de chaîne qui évoquait la critique des sources, qui est un déterminant, une démarche professionnelle de base. C'est un débat qui a cours à l'échelon du monde et sur lequel la responsabilité de nos journalistes au Cameroun est peut-être plus interpellée. Je vais prendre un cas qui nous concerne. Vous savez, on a une actualité qui concerne les journalistes, la question Martinez, où jusqu'aujourd'hui, les informations qui ont été produites à la fois par des journalistes, dans leur façon de prendre des tranchées, d'être de tel bord ou de tel bord, n'a pas réglé la question à la fois de cette information instantanée non vérifiée et sur la publication des informations qui ne sont pas toujours crédibles. On peut parler de ce phénomène comme d'autres phénomènes. Il faut que la question de ces nouveaux médias ou en tout cas de l'évolution de la technologie, on parle aujourd'hui également de l'intelligence artificielle qui est revenue affaiblir la capacité des journalistes à travailler davantage parce que l'intelligence artificielle aide à cloner, aide à fabriquer, aide à reconstruire, aide à faciliter. Donc, c'est un débat également dans notre microcosme médiatique. Évoquons au passage le projet régional d'autonomisation de la femme au Sahel et dividendes démographiques au Cameroun. C'est un projet qui conduit en ce moment une session de formation à Maroua. C'est à la faveur de 360 prestataires de soins en soins obstétricaux et néonataux d'urgence dans les 3 régions du Septentrion. Dr Bernard Chemaga, chef du projet, nous en parle. Le projet souhaite que nous avons l'opportunité de conduire dans la région de l'extrême nord à l'heure actuelle est un projet dans le cadre de l'autonomisation des jeunes filles du Sahel. Et dans ce cadre, il y a beaucoup d'activités qui devront être mises en œuvre, particulièrement tout faire pour pouvoir rendre la jeune fille du Sahel désœuvrée et autres autonome, peut-être en lui trouvant des activités génératrices de revenus. Et il y a un autre volet du projet qui est le volet santé. Et ce volet particulièrement cherche à lutter contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans les régions septentrionales, car ces régions portent le flambeau où on rencontre beaucoup de cas de mortalité maternelle et infanto-juvénile, ce qui alourdit les problèmes dans nos familles de manière quotidienne. Les attentes de la presse sont généralement connues. Il faut un cadre juridique permettant l'achat des intrants à des prix moins élevés. On parle habituellement de la Convention de Florence sur la non-imposition, par exemple sur le papier journal, qui n'est pas appliqué chez nous. Il faut des subventions de l'État. Mais la question de fond aujourd'hui, c'est comment atténuer les risques professionnels portant atteinte à la liberté de presse dans notre pays. En quelques minutes, Dr Cho. Bon, selon moi, il faut, quand un journaliste recoupe une information, il doit avoir plusieurs vérifications.
contacter les institutions supra-étatiques pour voir si ça porte atteinte à la sécurité de l'État ou pas. Quand c'est possible, hein? Toutes les institutions sont ouvertes à tout le monde. C'est le service public, monsieur. Vous contactez, vous demandez si c'est à publier ou pas. Vous vérifiez. Voilà, c'est par là qu'il faut d'abord commencer. Je crois qu'avec ça, on est au réglo. D'accord. Oui, il faut toujours vérifier et demander si je peux publier. Je vous donne un exemple. Vous croyez que c'est une mise à défense impliquée dans un scandale de corruption et quand un journaliste vous demande est-ce qu'il peut publier ça, vous pensez qu'il peut dire oui? Non, il ne dira jamais oui. Vous laissez tomber. De juger. Ce n'est pas l'institution qui serait mise en cause de pouvoir juger. Et on va se retrouver avec les mêmes problèmes. Il n'y a pas de problème à la justice si la personne estime que la justice peut départager les uns aux autres à condition qu'elle travaille de manière indépendante. Éric Boniface, puisque vous avez la parole, comment atténuer les risques professionnels portant atteinte à la liberté de presse? Je pense que pour atténuer ces risques, il faut favoriser un meilleur cadre, un bon cadre d'exercice de la profession. Deuxième élément, je pense aussi que le métier n'est pas seulement une affaire de journaliste. Toute la société doit se mobiliser pour défendre le droit à l'information, qui est un droit de l'homme. Vous venez de me remettre sur la table la vraie problématique. Depuis 3 ans, avec Covid, guerre en Ukraine, la production, par exemple, d'un journal a vu ses charges multipliées par 2 au moins. Que coûte le journal qu'on produisait il y a 3 ans aujourd'hui? Que coûte une information il y a 3 ans aujourd'hui? Je pense que c'est déjà une question qui peut permettre de réduire les risques. Et pour que l'on soit professionnel, il faut que nous sommes dans une société. Le journaliste camerounais reste camerounais. Si tous les jours, nous avons Transparency International qui dit que le Cameroun est numéro 1 en corruption, il peut nécessairement arriver qu'un journaliste aussi, ou certains journalistes, soient aussi dans cette tranche-là. Et il faut... Pour finir. Oui, pour finir, il faut que les Camerounais mettent dans leur tête que l'information, le journalisme n'est pas que l'affaire des professionnels. C'est un bien commun qui est utile à chaque citoyen. Je crois nous avons identifié des paramètres qu'il convient d'accentuer ou en tout cas de mettre en place pour renforcer la crédibilité du travail de journalistes au Cameroun. En premier, je citerai la formation. Il faut renforcer la formation de la qualité des journalistes parce que nous constatons que les journalistes moins bien formés, en tout cas qui ne connaissent pas bien les contenus éthiques et déontologiques de la profession, sont les plus susceptibles d'être embarqués dans la corruption, d'être susceptibles d'être instrumentalisés. Deuxièmement, il faut renforcer la crédibilité de la qualité de l'information, c'est-à-dire mettre le métier au centre de l'affaire. C'est la question des rédactions. C'est pour ça que le ministre de la Communication n'a eu de cesse d'en appeler à une autorégulation professionnelle. Il faut que les patrons de presse, M. Mboké le fait déjà bien, mais en tout cas que la profession se remette en main, qu'elle-même, elle fasse une autorégulation interne, une sorte de tribunal de paix qui mettrait de côté ces journalistes qui ne font pas. Je ne parle pas du CNC, je parle d'une autorégulation interne qui pourrait travailler de manière efficace à ce que de l'intérieur, la profession puisse être forte. Je n'ai pas fini, c'est vrai. Également, il faut un modèle économique viable. Ce modèle économique intègre, oui, ce que le gouvernement propose, mais également ce qui doit venir de la profession, parce que c'est quand même une activité qui est privée, c'est une activité qui a été libéralisée. Il faut que les patrons de presse se conforment à la régulation en termes de redistribution de ce qui vient de la presse, mais également que les patrons de presse, que l'État puisse créer des mécanismes additionnels, ce que nous faisons déjà pour augmenter l'appui de l'État. Enfin, il faut que les partenaires privés intègrent, je salue en cela sans publicité ce que MTN commence à faire déjà en intégrant une adaptation de la presse écrite dans les supports virtuels de manière à créer des recettes additionnelles. Il faut donc que les autres partenaires s'y mêlent, il faut que les patrons de presse en prennent conscience pour que, je pense, notre pays ait la presse qu'il mérite, une presse qui accompagne la volonté du chef de l'État dans la construction de notre démocratie et de notre vouloir vivre ensemble.
Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci, chers invités. Merci d'avoir répondu à cette invitation de la CRTV. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder dimanche soir. Et s'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver dimanche prochain pour une autre édition. Bonne suite des programmes sur la CRTV.